Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3063 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 20 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'Espagnol Alejandro Grimaldo, défenseur gauche du Bayer Leverkusen. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, tiens, Julian Draxler, ancien joueur du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier. Et hier, on était jeudi. Et il y avait de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que c'est la seule fois qu'il y a le jeudi de la Ligue des Champions. Dès la deuxième journée, ça sera mardi et mercredi, parce que ce sera le retour de l'Europa League et l'Europa Conference League. Mais nous, on commence avec cette rencontre Monaco contre le FC Barcelone. Et Monaco s'est imposé 2-1 contre le Barça. Donc Aklouche a été buteur et Ilné Kena, donc nouveau joueur qui est arrivé lors du dernier mercato. Buteur également contre un but, bien sûr, Lamine Yamal. Côté FC Barcelone, à noter que le Barça a joué 80 minutes avec un joueur en moins, vu que Eric Garcia a pris carton rouge. On va revenir sur ce rouge, où il est fautif, mais c'est surtout le gardien du Barça qui est énormément fautif avec sa relance. Bon bref, voilà, ce qu'on retient, c'est surtout la victoire de Monaco sur le FC Barcelone. Et Monaco a totalement dominé cette équipe du Barça. Plus de 18 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts marqués. Après, oui, ça a été très compliqué pour le Barça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont joué avec un joueur en moins. Et c'est compliqué quand tu joues à 10 contre 11. Mais voilà, c'est le Barça qui s'est mis une balle dans le pied tout seul avec ce carton rouge évitable, parce qu'il y avait d'autres solutions bien sûr pour Ter Stegen au lieu de la mettre à Eric Garcia. Bref, donc voilà, l'AS Monaco démarre parfaitement cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc soir de gala sur le Rocher, la une du journal Équipe aujourd'hui version AS Monaco. Donc Monaco, c'est royal. Les Monégasques ont brillamment lancé leur campagne européenne en s'imposant face au Barça, diminué par le carton rouge rapide d'Eric Garcia à la 11e minute de la rencontre. Et c'est vrai que Monaco sur cette saison, 2 fois ils ont joué le Barça et 2 fois ils ont battu le FC Barcelone. Donc hier, une victoire 2-1. Et ils avaient gagné également un 3-0 du côté du Stade Montjuïc, c'était à Barcelone. C'était début août, il y a à peu près un mois et demi, c'était pour le trophée Gamper. C'était une semaine avant le début de la Liga. C'était un match un match amical. Et ils avaient posé un 3-0 au FC Barcelone. Donc voilà, déjà 2 victoires pour Monaco sur le Barça sur cette saison. Le meilleur joueur du match, c'est Georges Ilné Kena, est élu homme du match face au FC Barcelone. Félicitations à ce tout jeune joueur, il a seulement 18 ans, il remporte déjà un prix d'homme du match. Bien évidemment son premier dans sa carrière pour son premier match de Ligue des Champions. Et ce jeune joueur, les gars, donc il est entré en jeu à la 59e minute de jeu. Il n'a même pas été titulaire. Et en gros, une dizaine de minutes après, buteur, talent à suivre de très près. J'en avais parlé bien sûr de ce joueur quand il avait été transféré à Monaco. J'ai dit que vraiment c'est un sacré talent. Regardez, il montre déjà lors de son premier match de Ligue des Champions contre le Barça que c'est un joueur qu'il va falloir suivre dans le futur. Et ce joueur de 18 ans, donc 2 matchs dans sa carrière face au FC Barcelone et déjà 2 buts parce qu'il avait été buteur lors du trophée Gamper, la victoire 3-0. Donc 2 fois contre le Barça et à chaque fois un but pour lui. Donc plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco. L'AS Monaco est un vivier de talent bien sûr. Et c'est vrai que ce joueur, les gars, il avait l'âge même de jouer hier après-midi lors de la Youth League. On parlera tout à l'heure du résultat. Mais il a préféré jouer avec les pros. Et voilà, tant mieux parce que bien sûr il a été buteur contre le Barça. Donc un très beau but. Où il part en duel 1 contre 1 contre Ter Stegen qui a perdu son duel. C'est vrai que Ter Stegen n'a pas fait un super match. On parlera tout à l'heure de sa performance très honteuse, catastrophique voire. Et c'est vrai qu'à 18 ans et 34 jours, et c'est un record, Georges Ilné Kena devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco en Ligue des Champions. Il devance un certain Kylian Mbappé qui avait marqué contre Manchester City à 18 ans et 63 jours. En gros, il fait mieux de 30 jours à peu près. Voilà. Donc il fait quand même mieux en jour. Donc c'est le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco. Donc félicitations à ce joueur qui est un joueur qui est né, qui vient de la banlieue parisienne, je crois dans le 92. Donc voilà, un crack on peut dire de l'île de France. On va parler aussi de Aklouche, l'autre buteur, le premier buteur du match. Et donc lui, il voit très grand pour l'AS Monaco. Il a dit on veut remettre l'AS Monaco à sa place. Bien sûr qu'on vise le titre. Bon, je ne sais pas s'il dit on vise le titre de la Ligue 1 ou vise le titre de la Ligue des Champions. J'en sais rien. Mais c'est avec Monaco. Bon, je ne pense pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Mais peuvent bien figurer. Ils peuvent déjà accrocher, je pense, une place de barragiste. Et pourquoi pas un 8e. Car après, on sait que tout peut aller. Ça peut aller très vite. Mais voilà, cette équipe de Monaco avec les talents qu'il y a. C'est une jeune équipe parce qu'il y a vraiment pas mal de jeunes joueurs. À l'image de lui, à l'image d'Ilné Kena. Donc tu peux bien sûr miser sur une très belle saison pour cette équipe monégasque. A noter aussi la très belle performance de Wilfried Singo face au FC Barcelone pour sa première en Ligue des Champions pour le joueur ivoirien. Lui aussi un gros match de sa part. On va parler maintenant côté Barça et on commence tout d'abord avec ce joueur Ter Stegen. Ter Stegen normalement c'est réputé comme un gardien plutôt fiable, mais là hier les gars,
n'importe quoi, vraiment catastrophique. Donc voilà, sur cette action, sur le carton rouge, qu'est-ce qu'il fait Marc-André Ter Stegen? Donc là c'est sur cette situation-là, donc là il n'est pas attaqué, je sais plus c'est qui l'attaquant là de Monaco. Regardez, il a un choix au-dessus, un choix en bas sur les deux rouges, les deux joueurs du Barça avec les ronds rouges, donc en gros il peut la décaler. Il préfère le choix Eric Garcia en plein milieu. Ou bien sûr, je crois que c'est, je sais plus c'est qui, Minamino, je crois qu'il le presse. Et du coup, il prend la plus mauvaise décision. Et du coup, voilà, Eric Garcia se fait prendre le ballon par Minamino. Et du coup, carton rouge, voilà, parce qu'il fait faute par derrière. Alors que quand même, il y avait deux choix voilà, pour Ter Stegen. Donc c'est lui qui plombe totalement le match pour le FC Barcelone. Et Ter Stegen, sur son erreur, il a dit il y a eu un malentendu entre Eric et moi. Et je le regrette car il en a été affecté. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû nous arriver. Mais c'est le football. Jouer 80 minutes à 10, ça fait mal. Mais voilà, c'est à cause de toi en gros que ton équipe a joué avec un joueur en moins, parce que là tu avais d'autres solutions bien plus simples, parce que là les deux joueurs, il n'y avait aucun pressing sur eux. Mais bon, il a pris la plus mauvaise décision, Ter Stegen. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Après, n'oubliez pas le Barça, première défaite en match officiel, c'était 5 victoires en 5 matchs de Liga, donc la première croix en Ligue des Champions. Nous avons essayé, mais il faut accepter qu'il méritait de gagner. Maintenant il faut se reprendre et revenir plus fort. Donc lui a été franc dans ses propos, dit que oui, Monaco méritait au vu du match, voilà, parce que Monaco a joué, tant pis, Barça avait un joueur en moins. Et voilà, Monaco, c'est vrai qu'il y a eu plus de tirs cadrés, ils avaient même pu marquer plus de buts. Donc lui, il accepte, bien sûr, enfin, c'est pas qu'il accepte, mais il dit que voilà, Monaco mérite de gagner, pas Pedri, les gars. Lui, il a dit à Pedri, en seconde période, nous étions meilleurs et nous avons eu l'occasion de marquer un autre but, mais nous avons encaissé un but alors que nous contrôlions le match. Donc lui, il a dit que c'est pas mérité, en gros, la victoire de Monaco hier. Mais bon, je pense que ouais, c'est plutôt mérité au vu des stats, au vu du match aussi que j'ai pu voir hier. Voilà, c'est comme ça. Après, voilà, comme j'ai dit, le Barça, les gars, c'est plombé tout seul avec ce carton rouge. On va parler de ce joueur, parce que ce joueur, quel crack, voilà, quel footballeur. Le début de saison de Lamine Yamal, on est sur un crack générationnel. Donc ce joueur, buteur, donc il y avait un 0. Carton rouge pour le Barça, mais à 10 contre 11, et Lamine Yamal a pris les choses en main. Il a fait sa spéciale où il a commencé côté droit, il a repiqué dans l'axe pour faire une frappe du pied gauche, et il a marqué voilà, sur cette magnifique frappe en dehors de la surface pour Lamine Yamal. Et son début de saison en chiffres, c'est quand même impressionnant. Donc au Barça, donc c'est 6 matchs, 4 buts et 4 passes décisives. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel. Donc voici tous les matchs. Monaco un but, Gérone lors du dernier match un doublé, Valladolid un doublé de passe D, Rayo Vallecano c'était une passe D, Bilbao c'était un but et Valence c'était une passe D. Ce qui fait 4 buts, 4 passes D en 6 matchs joués pour Lamine Yamal, qu'on ne présente plus, bien sûr. Tout le monde le connaît, bien sûr, ce tout jeune joueur de 17 ans. Et avec son premier but en Ligue des Champions, il n'avait jamais marqué en LDC. Donc Lamine Yamal est devenu hier soir le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, 17 ans et 68 jours. Donc le premier, c'est un certain Ansu Fati, qu'on a pu voir jouer hier. Donc voilà, n'oubliez pas que les deux plus jeunes les deux plus jeunes buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est deux joueurs du Barça, Fati, 17 ans et 40 jours, et Lamine Yamal 17 ans et 68 jours. Donc ouais, il va falloir le battre, bien sûr, le record d'Ansu Fati. Et un autre record, pour Lamine Yamal, donc deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la LDC, mais Lamine Yamal détient maintenant le record du plus grand nombre de matchs joués en Ligue des Champions pour un joueur de 17 ans ou moins. Déjà 11 matchs disputés à seulement 17 ans ou moins pour Lamine Yamal. Il fait mieux que d'autres joueurs comme Warren Zermeri, Jude Bellingham ou Yuri Tielemans, ceux qui sont à 10 matchs joués à 17 ans ou moins. Donc Lamine Yamal, il a un match de plus que les autres. En plus, c'est pas fini parce qu'il a encore, il a 17 ans, il est tout jeune en plus. Regardez, il a 17 ans et 68 jours. Donc il va en jouer bien sûr des matchs sur sa année de 17 ans. Donc voilà, il va faire beaucoup mieux bien sûr que tous les autres joueurs que là j'ai pu citer. Et pour revenir sur Fati, où j'ai dit le meilleur, enfin pas le meilleur mais le plus jeune buteur plutôt de l'histoire de la Ligue des Champions. Et hier on a pu le revoir jouer, plus de 391 jours exactement avant son dernier match contre Villarreal, c'était il y a 2 ans. Et ça il est rentré en cours de jeu lors de cette rencontre. Et c'est ça que cette équipe du Barça, elle galère un peu contre les clubs français. Donc 3 victoires sur les 5 derniers matchs français face au Barça en Ligue des Champions. Donc il y a eu souvent bien sûr les PSG, Barça. Et il y a eu Monaco. Et n'oubliez pas que le Barça affrontera encore une équipe française en Ligue des Champions, enfin en phase de poule. Ça sera l'équipe de Brest, ça sera à Brest. On verra ce que donnera ce résultat. Et lors de ce match hier, il y avait un certain Michael Jordan, donc une légende totale. Même si je suis très peu le basket, je sais bien sûr que c'est un monument, bien sûr, une légende totale du basket. Il était présent hier au Stade Louis II pour suivre cette rencontre entre Monaco et le FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Grosse désillusion quand même pour l'équipe du FC Barcelone qui va devoir se ressaisir dès ce week-end.
en championnat. On continue, on va parler maintenant de Brest qui joue contre Sturm Graz et Brest s'est imposé 2-1. Félicitations à cette équipe, donc premier match de Ligue des Champions de leur histoire et première victoire. À noter que Sturm Graz a fini le match avec un joueur en moins, bon ils ont pris rouge, mais bon voilà, Brest a été bien meilleur, ils ont même pu marquer plus de buts, j'ai vu le résumé, ils auraient pu mettre 3-4 buts, mais bon voilà, victoire pour eux, c'est ça surtout qui est le plus important et c'est surtout historique. Donc plus regardez les statistiques, il n'y a rien à dire, ça a été le double pour Brest, donc oui Brest mérite totalement sa victoire et des Brestois historique et ça fait la une également du journal L'équipe aujourd'hui version Brest. Brest en fait et premier match européen et première victoire, les Brestois ont été à la hauteur de l'événement face à des Autrichiens qui ont beaucoup souffert hier, cette équipe de Sturm Graz du côté de Brest. Donc voilà, soirée parfaite bien sûr pour le stade brestois et officiel, le meilleur joueur du match c'est Abdallah Sima, un joueur sénégalais, est élu homme du match. Il a marqué un magnifique but en mode 360, je vous ai dit, j'ai pas vu le match mais j'ai vu le résumé, j'ai vu son but, je sais pas, il se contrôle puis il fait un 360 sur lui-même, puis il arrive à marquer un sublime but. Et ce joueur, les gars, premier MOTM pour un joueur sénégalais en Ligue des Champions depuis un certain Sadio Mané. C'était en octobre 2022, la dernière fois qu'un joueur sénégalais avait remporté le prix du meilleur joueur d'un match de Champions League. Donc voilà, il a pu fêter son prix du meilleur joueur du match avec bien sûr le reste de ses coéquipiers. Après cette victoire, on va parler, lui c'est historique parce qu'il ne sera jamais le premier. C'est Hugo Magnetti, premier buteur de l'histoire de Brest en Ligue des Champions. Et quelle demi-volée, voilà, c'est sur cette frappe-là. Elle part pas en pleine lucarne, elle part juste entre le gardien et le poteau, mais quasiment au sol, mais voilà, ça fait but et c'est le premier but de l'histoire de Brest en Champions League. Et ce joueur, il a dit quand on rentre, il y a cette musique qui donne les frissons, donc la musique de la Ligue des Champions, un peu remixée, moi je trouve que c'est pas super, je préférais l'ancienne version, la version originale. Pourquoi ils ont remixé la musique de cette légendaire Champions League. Bref, toujours avec Magnetti, il a dit j'ai eu beaucoup d'émotions ce soir après son premier but, victoire et tout, mais j'ai essayé de vite switcher pour rester dans le match, sinon j'allais perdre pied. Donc voilà, et sur les ambitions de Brest en Ligue des Champions, il a dit on a l'ambition de faire quelque chose dans cette compétition. On n'est pas là pour dire c'est beau, la belle histoire, tout ça. On ne sera pas le petit pousset. Donc oui, Brest ne va pas gagner la Ligue des Champions. Mais voilà, et là, déjà, ils ont déjà gagné un match, c'est bien. Et pourquoi pas essayer d'accrocher, même ça semble très compliqué, les barrages. Parce que dans le top 8, c'est pas possible. Enfin, je pense que ça ne sera pas possible. Mais voilà, pourquoi pas finir peut-être autour de la 20e place. 20e, tu joues les barrages. Ce serait bien sûr incroyable pour le Stade brestois. Et sur le Real Madrid qu'ils affronteront, bien sûr, lors de cette... campagne de Ligue des Champions, il a dit en Liga, des équipes de notre calibre ont déjà battu cette équipe. Ce n'est pas impossible non plus. La cote de Brest, je la mettrais assez élevée à 8, bien sûr. Voilà, contre le Real, bien sûr, la cote va être énorme. Mais c'est que le Real a déjà été battu contre des équipes comme Retafe, voilà, des équipes un peu de seconde zone du côté de la Liga. On peut dire que Brest a toutes ses chances. Même si on sait que ça va être très très compliqué contre les rois de la compétition. Le Real Madrid qui a remporté, on sait, plus de 15 Champions League. Et tiens, en parlant du Real et de Brest, l'ensemble de l'effectif de Brest compte 38 matchs de Coupe d'Europe à son actif. Avant le match bien sûr d'hier. Et à lui seul, Luka Modric a joué 139 matchs de Ligue des Champions. Et Brest, tous les joueurs cumulés avant le match hier, c'était 38 matchs. Voilà, c'était 101 matchs de plus comme pour seulement Luka Modric. Et jamais une équipe française n'avait remporté le premier match de son histoire en Ligue des Champions au XXIe siècle. Parce qu'il y avait eu le premier match de Lille en Ligue des Champions, ça avait été une défaite. Montpellier aussi, premier match de Ligue des Champions, défaite. Et Rennes qui avait joué aussi la première fois en Ligue des Champions depuis l'année 2000. Ça a été un match nul. Et Brest, le premier match de leur histoire en Ligue des Champions et eux, victoire. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Et Brest, n'oubliez pas, ils ont joué au Roudourou. En plus, c'est même à l'extérieur pour eux, c'est même pas dans leur stade Francis Leblay. Et ils payent quand même 20 000 € de frais de location du Roudourou à chaque match. Voilà. Donc le club breton a également réglé un chèque de 1 million d'euros pour mettre le stade aux normes de l'UEFA. Le stade de Roudourou qui n'était pas encore aux normes de l'UEFA, mais ils ont dû investir quand même 1 million pour que le stade soit OK pour accueillir bien sûr des rencontres. Et si Brest, ça aurait été un miracle, je ne sais pas, arrive à se qualifier pour les barrages, et ils aimeraient jouer leur barrage tout simplement au Stade de France. Le Stade brestois aimerait délocaliser au Stade de France un éventuel barrage de Ligue des Champions. S'ils jouent par exemple les 16e de finale, on est encore très loin. Mais ils aimeraient jouer dans ce stade mythique. Et toujours sur ce match actuellement sans club, j'avais parlé il y a quelques jours que Clément Grenier débute sa carrière de consultant sur Canal+. Hier, il a commenté le match entre Brest et l'équipe de Sturm Graz. Donc voilà ce qu'elle va dire. Donc félicitations à Brest, bien sûr, victoire historique pour eux. On continue avec les autres rencontres. L'Atlético Madrid contre le RB Leipzig et c'est l'Atlético Madrid qui s'est imposé 2-1. Donc Griezmann et Jiménez ont été les deux buteurs. À noter que le deuxième but côté Atlético, 90e minute du match, en toute fin de rencontre. À noter que Leipzig menait quand même grâce à Sesco. Mais voilà, grâce à un grand Antoine Griezmann.
Ils ont su renverser le match et gagner le match, l'Atlético. Voici les statistiques de la partie. Bon, il y a quand même 20 tirs contre 6 seulement pour Leipzig. Donc la victoire est plutôt logique et méritée de l'Atlético. Et Griezmann, grand match parce que buteur et passeur D sur le but de Jiménez. La 90e, c'est Griezmann qui fait la passe D. Donc gros match. Et Griezmann, les gars, avec ce nouveau but, donc son 37e but en Ligue des Champions. Alors pas mal. Donc 21e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Tiens, si on compare avec Mbappé à 49. But en Ligue des Champions, il est dans le top 10, voilà, 10e, donc lui 21e meilleur buteur à 37 buts. Grisou, et c'est vrai qu'outre son but et sa passe D, il a fait un énorme match les gars, 100% de longues passes réussies, 100% de duels aériens gagnés, 83% de passes précises, 80% des duels au sol gagnés, récupération, 3 occasions créées, une passe D, un but. Gros match, c'est quand c'est en équipe de France. C'est un Griezmann très moyen, mais voilà, avec l'Atlético, là, il retrouve de sa splendide, on peut dire. Le Feyenoord Rotterdam contre le Bayer Leverkusen, donc ça s'est fini sur un 0-4, Leverkusen à 4-0, il y avait déjà 4-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Leverkusen, le match était déjà plié, ils n'ont pas marqué d'autres buts, mais bon, le score était déjà acquis. Avec Grimaldo, qui fête son anniversaire aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, un but contre son camp et un doublé de Florian Wirtz. Gros match de la part de Wirtz. Donc c'est simple, regardez, les stats sont quasiment pareils, 4 tirs cadrés pour les deux équipes, mais Leverkusen c'est 4 tirs cadrés et ça fait 4 buts. Aucun arrêt du gardien du Feyenoord et Florian Wirtz avec son doublé est élu meilleur joueur de la rencontre. Donc premier match de sa carrière en Ligue des Champions, premier doublé et première fois homme du match. Donc voilà, que dire bien sûr du crack Florian Wirtz. Il y avait également l'Atalanta Bergame contre Arsenal, ça s'est fini sur un 0-0. Voilà, donc Retegui, dommage côté Atalanta parce qu'il y a eu un penalty à tirer à la 51e minute de jeu et arrêté, double arrêt de David Raya, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu également le résumé, l'arrêt de Raya les gars c'est fou, il arrête le penalty et juste après ça revient sur la tête de Retegui, où vraiment il a le but totalement ouvert, il fait la tête, c'est cadré, mais Raya arrive à se relever et à la redégager au dernier moment, incroyable bien sur l'arrêt. Bon bref, ça fait 0-0, donc voici les stats. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, seulement 2 tirs cadrés pour les deux équipes, ça a été un match très pauvre. Prochain adversaire d'Arsenal, dans 2 semaines, ça sera le 1er octobre, ce sera le PSG, qui ira défier l'équipe d'Arsenal du côté de l'Emirates Stadium. Et là, le prochain match d'Arsenal, c'est dès après-demain, dimanche, ça se fera. Le match contre Manchester City. Voilà, pour revenir sur l'arrêt, David Raya, c'est fou les gars, double arrêt sur Retegui et David Raya révèle que le temps nécessaire à la VAR pour valider le penalty l'a aidé pour repousser le penalty. Il a dit j'ai discuté avec l'entraîneur des gardiens pour savoir où aller et où ne pas aller. Il m'a beaucoup aidé et à tous les niveaux, donc je lui dois également du crédit. Voilà, en gros, vu que ça a mis beaucoup de temps à être tiré, ce penalty, et du coup, en gros, ça a été en sa faveur. Voilà, ce qu'il a pu dire David Raya par rapport à ce double arrêt est décisif. Et on va parler d'un nageur, Gabriel Martinelli, qui a joué hier. En ce début de saison, c'est très compliqué. C'est 5 matchs, c'est 0 but, 0 passe D pour ce joueur qui déçoit énormément du côté de l'attaque des Gunners. Et côté Atalanta, c'était leur premier match à domicile depuis, en Coupe d'Europe, je vous parle surtout depuis la victoire en finale de l'Europa League saison dernière. Et voilà ce magnifique tifo, bien sûr, avec ce trophée remporté il y a quelques semaines. Et on finit, je crois qu'il n'y a plus qu'un match à parler. L'Étoile Rouge de Belgrade contre le Benfica. Et c'est le Benfica qui s'est imposé 2-1 avec 2 buteurs turcs, Aktürkoğlu et Koku. Voilà, on mettait les 2 buteurs turcs côté Benfica, contre Abuda Ndiaye, côté Étoile Rouge de Belgrade. Donc parfait pour le Benfica. Donc voici les statistiques de la partie à match serré, mais c'est le Benfica qui a été plus efficace et c'est le légendaire Angel Di Maria qui a été élu homme du match, malgré qu'il n'a pas marqué. Il a fait bien sûr un gros match. Et Di Maria, les gars, hier il a été, c'est sa 15e saison comme de suite en Ligue des Champions depuis sa première au Benfica en 2007-2008. Après il a joué longtemps au Real, il a joué bien sûr longtemps au PSG, il est revenu, il est parti à la Juve et 2 fois au Benfica. Donc voilà, un incroyable joueur. N'oubliez pas qu'il a fini avec l'Argentine, maintenant il se focus à 100% sur son club du Benfica. Du coup, tous les résultats, on a parlé des 6 rencontres de hier. Donc est-ce qu'il y a des surprises? Je sais pas, Monaco-Barça, c'est pas non plus une surprise que Monaco bat le Barça, parce que Monaco c'est quand même un gros calibre. Donc voilà les résultats et la belle victoire bien sûr du Bayer Leverkusen. Donc du coup, l'équipe type de la première journée de phase de groupe de la Ligue des Champions fait par le journal L'équipe. Donc voici les meilleurs joueurs avec par exemple Thibaut Courtois qui a été énorme, on se souvient, contre Stuttgart où il a fait beaucoup d'arrêts. Il y a Konaté, défenseur français, buteur contre l'équipe de l'AC Milan, il est dedans. Grimaldo, qu'on a parlé tout à l'heure. Griezmann, un but, une passe D. Zakaria, gros match avec l'AS Monaco comme à Cluj. Mikel Olise, Florian Wirtz avec son doublé et bien sûr Harry Kane avec son quadruplé. Il est bien évidemment présent également dedans. Et parmi le meilleur joueur de cette première journée de Ligue des Champions, on a le choix entre ces 4 joueurs-là, donc Harry Kane
Pour moi, le grand favori avec 4 buts, malgré qu'il en a marqué 3 sur penalty, il a quand même marqué 4. Donc, c'est le grand favori. Bon, il y a Florian Wirtz, c'est un doublé. Jamie Gittens, donc un joueur de 18 ans de Dortmund, il est rentré en cours de jeu, il a marqué un doublé lors de la victoire 3-0 de son équipe. Voilà, doublé. Et Griezmann, un but, une passe D. Mais bon, je pense qu'Harry Kane sera l'heureux élu du meilleur joueur de cette première journée de Ligue des Champions. Et du coup, le classement de cette première journée de Ligue des Champions sur les 36 équipes. Là, on va zoomer un petit peu. Donc, voilà, en gros, c'est simple. Hein. Les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière, les équipes qui ont fait match nul sont au milieu. Donc, voilà, les équipes tout en haut, c'est le Bayern avec le 9-2 et plus 7 de différence de but. Ils sont tout devant le Celtic hein, qui avait gagné 5-1, donc plus 4 en différence de but. Donc, voilà, donc pour l'instant, si ça se finirait comme ça, bon, ça va pas se finir comme ça, mais pour l'instant, ça ferait les 8 premiers, là, donc de la Juve au Bayern, directement qualifié pour les 8e, et recevrait au 8e de finale retour. Hein. Et de la 9e place jusqu'à la 24e place, ce serait des matchs de barrage, des 16e de finale, par exemple, ce serait Real, Leipzig, et le Real Madrid recevrait lors du 16e de finale retour, vous avez compris. Et du coup, les équipes qui perdraient, là, les 16e de finale seraient éliminées officiellement de la Ligue des Champions, comme de la 25e place jusqu'à la 36e, où là aussi, hein, les équipes seraient éliminées de toute Coupe d'Europe. Donc voilà, bon, on est seulement à la première journée, hein, ça va encore beaucoup bouger parce qu'il reste encore 7 journées, mais voici le premier classement de cette Ligue des Champions que moi personnellement j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce nouveau format là où tu as 8 adversaires différents, où tu as une poule unique. C'est très bien, ça change des années précédentes. On va parler de l'équipe qui est tout en bas, le Dinamo Zagreb qui a pris 9-2 contre le Bayern et c'est fini. Pour le coach légal, l'entraîneur du Dinamo Zagreb, Sergej Jakirovic a été limogé. Cela juste après la défaite 9-2. Ça a été une humiliation pour l'équipe du Dinamo Zagreb. Bon, oui, tu peux perdre, mais 9-2, ça reste comme une grosse humiliation. L'entraîneur a été démis de ses fonctions. On revient nous toujours avec la Ligue des Champions. Du coup, on va faire le bilan des clubs français, les plutôt bons, voire même très bons. Ça a très mal commencé avec la défaite de Lille, 2-0 au Sporting. Mais après, les 3 autres clubs français qui ont joué à domicile, que des victoires. Monaco, le PSG et l'équipe de Brest. Donc voilà, 3 victoires sur 4. Donc oui, la semaine a été plutôt bonne. Du côté des clubs français, à part Lille, bon, la seule équipe à s'être déplacée, bon, ils ont perdu, mais voilà, bon, ça reste comme un bilan très très bon, on peut dire, pour les clubs français. On va parler aussi de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. On va faire le point aussi par rapport à ce qui s'est passé hier et les clubs français. Et Monaco joue contre le Barça, donc les centres de formation, et Monaco a battu le Barça 4-3 dans un match très mouvementé. Donc voilà, félicitations à l'équipe de Monaco, ça a été serré, on peut voir. 5 tirs cadrés pour Monaco, 4 buts. Et 5 tirs cadrés pour le Barça, 3 buts. C'est vrai que les gardiens n'ont pas été super bons lors de cette rencontre. Donc voilà ce qui fait les affaires comme du centre de formation, les U19 de l'AS Monaco avec cette victoire. Et surtout que le Barça, quand même, dans le match, il menait 1-0, 2-0, il menait 2-0. Monaco est revenu à 2-2. Le Barça reprend l'avantage 3-2 et Monaco revient à 3-3 et il marque le but du 4-3. Et voilà, du coup ils ont gagné le match 4-3. Un match complètement fou, bien sûr, pour cette équipe de l'ASM. C'est vrai que ce 19 septembre, donc hier, a été une bonne journée pour l'AS Monaco qui a battu le centre de formation du Barça et l'équipe pro du FC Barcelone lors des matchs de Ligue des Champions et de Youth League. Et concernant Brest, les U19 qui jouent contre Sturm Graz, donc eux ils ont perdu. Ils ont pris 4-1 contre cette équipe autrichienne. Ils ont eu beaucoup de mal. Bon là il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. Sturm Graz mérite totalement sa victoire avec plus de 10 tirs cadrés. Donc là, ça a été compliqué, bien sûr, pour les jeunes U19. Et c'est vrai que les résultats des clubs français en Youth League ne sont pas super bons, à part la victoire de Monaco. Il y a eu 2 défaites, Brest et le PSG. PSG U19, ils ont perdu 2-0 contre Gérone. Et le match nul, 2 partout contre le Sporting, entre Lille et Sporting, où Sporting a égalisé dans le temps additionnel, plus de 90. C'est dommage, donc voilà, le bilan n'est pas super bon. Et voilà. Et juste, on va parler d'un autre match en Youth League. Il y avait aussi l'Atalanta contre Arsenal, où chez les pros, il y a eu 0-0. Mais en U19, il y a eu 4-1 pour l'Atalanta. Et surtout, nous, on va parler du buteur côté Gunners. Donc, il est où voilà, c'est là, c'est que je cherche. Voilà, c'est Dongwan M. Donc, à la 49e minute de jeu. Et à 14 ans seulement. Et 263 jours, Max Dowman, joueur des moins de 19 ans d'Arsenal, est devenu le plus jeune joueur à marquer un but en Youth League, en Ligue des Champions Juniors. Voilà, donc 14 ans et 8 mois. Donc il fait mieux que Youssoufa Moukoko, maintenant le joueur de Nice, et Ryan Cherki, qui avaient été les 2 plus jeunes buteurs de l'histoire en Youth League. Donc lui a seulement 14 ans et 8 mois, déjà buteur avec les U19. Voilà, nous à surveiller, malgré la défaite 4-1 de son équipe. Il va falloir surveiller bien sûr ce talent, enfin ce jeune joueur du côté des Gunners. Sinon tous les autres résultats de la Youth League, avec par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, la victoire des jeunes de l'Atlético 4-0 contre le RB Leipzig, ou la victoire de Leverkusen, les U19 qui se sont imposés 2-1. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu seulement une équipe qui n'a pas marqué, c'est Leipzig, sinon toutes les autres équipes ont marqué au moins un but lors de tous ces matchs. Du coup on clôture cette page Coupe d'Europe, ça y est, tous les matchs ont été joués. C'est vrai qu'oubliez pas que l'Europa League et l'Europa Conference League, ça reviendra plus tard, parce que normalement ça joue le jeudi, mais là il y a eu seulement
la Ligue des Champions. Mais dès la deuxième journée, ça reviendra seulement le mardi et le mercredi pour la LDC. Donc voilà, fin de Coupe d'Europe, place maintenant championnat parce que ça commence dès ce soir avec ce programme-là. Ce soir, vendredi, donc Augsbourg-Mayence à 20h30 en Bundesliga. Il y aura Alaves FC Séville à 21h en Liga. Nice contre l'AS Saint-Etienne ce soir à 20h45. Il y a aussi Cagliari-Empoli et Las Vérone-Torino à 20h45 du côté de la Serie A. Un match également du côté du championnat néerlandais. Il y a aussi de la Ligue 2 ce soir avec un gros programme. Red Star Laval. Le Paris FC qui est actuellement deuxième ira défier l'équipe de Bastia en Corse ou Guingamp, je crois qu'il est premier Guingamp, ils reçoivent l'équipe d'Annecy. Au programme, on parlera bien sûr de ces résultats demain samedi et également des matchs du côté de la Ligue saoudienne où par exemple il y a l'équipe de Cristiano Ronaldo qui avait été forfait. Ronaldo pour le déplacement en Irak pour la Ligue des champions asiatiques où ils ont fait un partout Al Nasser. Le retour du championnat contre Al Ettifaq. Je ne sais pas s'il sera de retour Ronaldo, mais voilà, son équipe joue ce soir à 20h. Il y a Al Ali aussi où joue par exemple Riyad Mahrez, il joue contre Damak à 17h55. Aujourd'hui, il se revient il y a un an jour pour jour, c'était le 20 septembre 2023 et Marcelino présentait sa démission après seulement 5 journées du côté de la Ligue 1. Je crois qu'il avait reçu un coup de pression de la part, je crois qu'il s'appelle Rachid Zeroual, le président des South-Winners, un groupe de supporters marseillais lors d'une réunion. Et juste après, les gars, il a posé sa démission. Donc voilà, c'était il y a un an, jour pour jour, les gars, cette info. On continue avec Mike Maignan qui s'est blessé lors du match entre Milan et Liverpool. Liverpool s'est imposé 3. Et sorti sur blessure face à Liverpool, Mike Maignan, c'était mardi soir, s'est entraîné normalement ce matin et sera bien titulaire pour le derby face à l'Inter. Parce que ce week-end, un gros match, Milan contre l'Inter. Il devrait bien être là malgré qu'il s'est blessé mardi. Il devrait bien tenir sa place ce week-end. On va parler de ce joueur. Lui ne devrait pas tenir sa place. C'est Kevin De Bruyne devrait rater le match contre Arsenal prévu après-demain. Il y a un gros match. Arsenal contre City. C'est un choc. C'est le premier contre le deuxième la saison dernière. C'est peut-être les deux équipes encore qui vont se jouer le titre de la Première Ligue. Et Kevin De Bruyne devrait être forfait pour cette rencontre. Et tiens, en parlant de son club Manchester City, parce que City, j'ai dit depuis lundi, tous les jours, il y a les représentants de City qui sont au tribunal par rapport à ça, dans le cadre où City serait reconnu coupable des 115 infractions au fair play financier. Le club pourrait ne pas être banni qu'en Première Ligue, mais de toutes les compétitions, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, FA Cup et Carabao Cup, ça pourrait être, pas non plus, pas le club dissous, mais voilà, ça sentirait très mauvais pour eux, ils pourraient descendre d'un, peut-être 2 niveaux, parce qu'actuellement, j'ai dit, ils doivent répondre à plus de 115 infractions fair play financier, ils risquent très très gros cette équipe de Manchester City, donc on verra, parce que pour l'instant, voilà, tous les jours, là, ils passent au tribunal. Voilà, quand ça sera officiel le verdict, bien sûr, je vous dirai ce qu'il y a eu. Et l'entourage des joueurs de Manchester City ont commencé à explorer leur option face à la menace d'une relégation du club. Voilà, parce que bien évidemment, des joueurs, des joueurs comme Kevin De Bruyne, des joueurs comme Erling Haaland, vous croyez vraiment qu'ils vont jouer en 2e ou 3e division? Non, si bien sûr le club redescend en 2e ou 3e division, la plupart des meilleurs joueurs de City partiront bien sûr. Donc voilà, il y a déjà des joueurs qui commencent à explorer peut-être d'autres destinations en cas de grosses sanctions, on peut dire, pour Manchester City. Et tiens, toujours avec City lors de leur dernier match contre l'Inter où ça s'est fini sur un triste 0-0. L'échange sympa entre Haaland et Acerbi, c'était avant-hier. Donc Haaland, tu veux mon maillot, tu as tout fait pour le gagner, parce que tout le match, Acerbi qui était à la culotte, parce que c'est le défenseur central, il prenait Haaland, donc il a tiré son maillot. Voilà, il y a le combat dans le match, on peut dire. Acerbi il a dit, c'est la deuxième fois que je t'arrête. Et Haaland, il a dit, bon, on va te faire foutre. Mais bon, il a dit ça, ils ont dit ça en rigolant, parce que voilà, Haaland, en gros, Acerbi ne l'a pas lâché du match. Il savait que c'est la menace numéro 1 du côté de City. Et voilà ce qu'ils se sont dit les deux. À la fin de la rencontre, ils sont échangés tout simplement les maillots. On va parler du côté du Real Madrid. Donc le Real, on sait, ça gagne, c'est bien. Mais ça joue pas super bien comme en ce début de saison. Et Ancelotti va faire du changement. Ancelotti n'est pas satisfait de son équipe et va apporter des changements à court terme. Un effort de repli plus conséquent pour ses attaquants. Et surtout, il va repasser aux 4 milieux de terrain. Saison dernière, il joue en 4-4-2 avec le losange au milieu de terrain et 2 attaquants. Donc là, il est repassé au 4-3-3 vu qu'Mbappé est arrivé, puis il voulait garder Rodrigo et Vini, donc du coup il a dû mettre un 4-3-3, mais pourrait repasser au 4-4-2 comme la saison dernière où le Real jouait beaucoup mieux. Donc Mbappé et Vini sont intouchables à ses yeux, c'est donc Rodrigo les gars qui devrait être sacrifié, parce que si tu passes à 4-4-2 tu rajoutes un milieu, et bien sûr il y a un attaquant qui serait sacrifié. Donc voilà, ce serait Rodrigo, parce que Mbappé et Vini, ils toucheraient pas ces deux joueurs-là. Donc ce serait Rodrigo qui serait sur le banc. C'est vraiment très dommage, on peut dire, pour Rodrigo, parce qu'il est aussi bon. Je trouve que Vini est tout simplement Mbappé, il a son mot, bien sûr, à dire.
Et ce joueur, les gars, Hendrick, sera récompensé prochainement par Carlo Ancelotti par une première titularisation, soit face à l'Espagnol Barcelone, le match est demain soir, le Real reçoit l'Espagnol, ou soit face à l'Aves, le match la semaine prochaine. Mais il devrait commencer l'un de ces deux matchs titulaires, je ne sais pas lequel. Hendrick pourra avoir un peu plus de temps de jeu. Pour l'instant, il a joué seulement 20 minutes du côté du Real, 15 minutes en Ligue des Champions où il a marqué un but, c'était avant-hier, et 5 minutes lors d'un match de Liga. Mais là, il devra avoir pas mal de temps de jeu lors d'un match qui va suivre. Dani Carvajal, toujours du côté du Real, menace de faire grève en raison du calendrier chargé. Il a dit faire grève pour nous les joueurs est une possibilité. Les joueurs ne sont pas pris en compte, il faut élever la voix. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs, il y a lui, il y a Jules Koundé qui l'a dit en conférence de presse, il y a Rodri également, un joueur espagnol de Manchester City qui l'a dit également que tous les joueurs devraient s'unir et faire grève par rapport au calendrier chargé. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs en plus très influents, comme des joueurs comme Carvajal qui vont peut-être essayer de lancer un mood pour en gros pour faire grève, on verra. Toujours du côté du Real Madrid et le Real l'été prochain, ils veulent faire ce gros joueur. Le Real Madrid est favori pour recruter Florian Wirtz en 2025. C'est Wirtz, j'en ai parlé en juin. C'était sûr, il avait dit je reste une saison de plus à Leverkusen après l'année magnifique qu'il a fait. Il a dit il reste. Mais l'été prochain, dans un an, là, il y a des chances qu'il parte. C'est quasiment sûr qu'il va partir et le Real veut faire de Florian Wirtz sa grosse recrue l'été prochain. Peut-être pour être le remplaçant de Toni Kroos, qui a déjà quitté le club là, il y a quelques semaines. Et un autre joueur, enfin, il n'est pas joueur mais entraîneur de Leverkusen, mais tout aussi important que Wirtz, c'est Xabi Alonso pour être le remplaçant de Carlo Ancelotti au Real Madrid également l'été prochain, parce qu'Ancelotti pourrait peut-être en fin de saison quitter le Real Madrid, peut-être prendre une sélection, je sais pas, peut-être le Brésil, un an de la Coupe du Monde. Et Xabi Alonso serait le candidat parfait pour remplacer Carlo Ancelotti. Donc voilà, peut-être Xabi Alonso et Wirtz pour quitter Leverkusen pour aller au Real. Et s'il venait à partir, Xabi Alonso, donc qui serait l'entraîneur de Leverkusen? Et Raoul serait sur la liste du Bayer Leverkusen en cas de départ de Xabi Alonso l'été prochain. Donc lui, c'est toujours l'entraîneur actuellement de l'équipe B du Real Madrid. On pense qu'il doit enfin sauter le pas. Voilà, passer d'une équipe jeune maintenant à une équipe pro. Et pourquoi pas commencer avec cette équipe de Leverkusen en cas de départ de Xabi Alonso. Toujours du côté du Real officiel, Federico Valverde est élu joueur du mois au Real Madrid. C'est amplement mérité, il reçoit ce prix. Quel joueur, bien sûr, ce joueur uruguayen. On va parler d'un coach extrêmement en danger, c'est Paulo Fonseca, le coach de Milan. Et voilà, le Portugais est déjà sur la sellette, sur le banc de l'AC Milan, qui a déjà des vues sur Maurizio Sarri, Edin Terzic ou encore Thomas Tuchel. Le bilan sur ce début de saison est quand même très compliqué. Pourtant le début de saison était plutôt facile entre guillemets pour l'AC Milan. Il y avait Torino, Parme, Lazio, Venise. Donc normalement les 4 là tu peux faire au moins 10 points sur 12. À la rigueur tu peux te faire accrocher un match, mais tu dois enchaîner au moins les victoires. Ils ont pris seulement une victoire contre Venise. Venise qui est l'équipe très très faible. Ils vont galérer cette saison en Serie A. Ils ont perdu contre Parme. Ils ont fait nul Lazio et nul Torino. Puis ils ont perdu Liverpool. Donc seulement une victoire au bout de 5 matchs. Donc là ils jouent contre l'Inter ce week-end. C'est le derby, tout ça. Donc là s'ils perdent, c'est quasiment sûr. Début de semaine prochaine, lundi les gars, ça sera fini. Pour Paulo Fonseca, puis il y a déjà peut-être son nom de son remplaçant là qui serait déjà trouvé. On va parler de Joe Cole, ex-international anglais et joueur de Chelsea, Liverpool ou même Lille, joue désormais avec les vétérans du SC Morzine Valley en Savoie. Voilà, donc le club évolue en département 2, en départemental 2, au même niveau. Moi je joue en district, en amateur, il joue au même niveau que moi. Donc Joe Cole est tout en bas à droite et c'est le deuxième. Voilà, donc c'est lui, il a joué comme une finale de Ligue des Champions. Donc maintenant il fait du foot plaisir, on peut dire, mais voilà, il a joué avec cette équipe de district. On va parler d'un ancien club, vu qu'il avait joué à Liverpool. Et Liverpool, c'est que c'est un peu une équipe aléatoire en ce début de saison. Les gars, ils avaient posé un 3-0 à Manchester United, ils vont poser un 3 à Milan, mais ils perdent à domicile contre Nottingham Forest lors du dernier match de championnat. Cette équipe des Reds. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le classement FIFA qui a été mis à jour après cette trêve internationale. Et officiel, l'équipe de France reste toujours deuxième au classement FIFA malgré la défaite contre l'Italie et la victoire contre la Belgique, toujours à cette deuxième position. Donc l'Argentine toujours en première position, l'Espagne troisième position. Donc voici le top 3 et le top 10 avec l'Angleterre, le Brésil ou même la Belgique qui était première nation FIFA il y a encore quelques mois, il y a quelques années, et là, il y a au moins un an, et là maintenant ils sont sixième et dégringolent, bien sûr cette équipe belge. Pour avoir le top 10, sinon on va aller tout le top 30 et je vais même vous montrer pour la première fois je crois sur ma chaîne le top 210. Voilà, vu qu'il y a 210 nations au classement FIFA, je vais vous montrer toutes les équipes, elles sont situées où. Donc là, vraiment rapidement, je compile. Le Maroc 14e, le Mexique 17e, ou par exemple l'Ukraine à la 24e position. Donc voilà, ce top 30. Donc de la 31e position jusqu'à la 60e position, je prends au pif. Donc la Russie à la 34e position, l'Algérie 41e position, ou par exemple la RDC à la 58e position.
Voilà. Là, cette fois-ci, de la 61e position à la 90e position. Donc le Burkina Faso, je crois que c'est leur drapeau, la 63e position. Le Ghana, 70e position. Il y aura la Bosnie à la 75e position. Le Gabon, 84e position. On passe cette fois-ci de la 91e position, où c'est l'équipe de Chine, jusqu'à la 120e position. Bon, là, on rentre dans les petites nations au classement FIFA. Bon, je ne connais pas tous les drapeaux. Le Kenya, là, à la 102e position, j'arrive à reconnaître leur drapeau. Le Vietnam, je crois, la 116e position. On passe cette fois-ci de la 121e jusqu'à la 150e nation au classement FIFA. Donc, il faut que je trouve des drapeaux. Chypre, là, la 123e position. Ça doit être l'Estonie à la 122e. Ou par exemple, je sais pas, les îles Féroé, peut-être à la 140e position. De la 151e jusqu'à la 180e nation au classement FIFA. Voilà, donc là, je vais rien dire parce que peut-être Malte, 171e position qui est dans la Ligue D, vous savez, dans la Ligue des Nations. Et les plus petites nations, voilà, de la 181e jusqu'à la 210e nation qui est Saint-Marin, qui avait gagné, n'oubliez pas, contre Gibraltar, c'était historique pour eux. Donc voilà, c'est la première fois, je crois, sur ma chaîne où je trouve vraiment le tableau des 210, le classement complet. Souvent, je montre le top 10, voire le top 30. Donc là, vous avez les 210 meilleures équipes. Avec bien sûr Saint-Marin qui est la plus petite nation actuellement au classement FIFA. Et on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain samedi. Il y a pas mal de choses à dire. Vous savez que ce soir il y a pas mal de football. Et voilà. Et moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.